Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire 2 de cette série de 5 webinaires. Donc, je vais vous présenter l'ordre du jour. Comme vous pouvez voir, c'est un ordre du jour qui est plus chargé que la semaine dernière, mais je sens vraiment qu'avec ces éléments-là, on se rapproche vraiment de la mission dont je parlais la semaine dernière, que je me suis donné, c'est-à-dire aider les personnes avec qui j'interagis à développer la confiance nécessaire à utiliser la modélisation par éléments finis dans leur travail d'ingénierie. Donc, si jamais il y a des éléments qu'on n'a pas le temps de voir aujourd'hui, je vais les reporter au webinaire 3. Il n'y a pas vraiment de problème, mais je vais absolument passer un bon 15 minutes dans mon exemple pratique d'aujourd'hui qui va mettre en relief quand même certains aspects intéressants de la modélisation par éléments finis quand on l'applique à des pièces de type solide. Donc, voilà. Au terme de ce webinaire, vous serez en mesure de combiner les types de pièces, les modes de déformation et les types d'éléments. Ça, c'est deux éléments dont on va parler aujourd'hui, deux items qui sont à l'ordre du jour, mode de déformation et type d'éléments. Puis on va combiner ça avec les types de pièces pour voir comment on peut modéliser ces types de pièces-là, étant donné les modes de déformation auxquels on s'attend, et aussi étant donné ce qui est disponible dans notre librairie d'éléments. Je vais parler de la contrainte de von Mises. C'est un résultat qui ressort toujours dans tous les logiciels de modélisation par éléments finis. Je vais juste prendre une couple de minutes pour expliquer ce qu'elle signifie. Ensuite, je vais parler d'unités. C'est très important d'utiliser des unités cohérentes. C'est en particulier un défi quand on fait de la dynamique des structures ou juste du calcul de fréquences naturelles. Donc, je vais prendre le temps de faire ça. De nos jours, la plupart des logiciels euh, euh, tiennent compte des unités. Donc, ce n'est pas quelque chose dont on a besoin de s'occuper. Mais quand on va faire des calculs manuels de vérification, j'ai dit la semaine dernière que c'était très important de faire ça. Là, c'est important d'utiliser des unités qui sont cohérentes entre elles. Et finalement, la pièce que je vais modéliser, elle sera de type solide. Je vais utiliser des éléments d'élasticité 3D. Et au terme de cette formation-là, vous serez en mesure d'utiliser de tels éléments dans votre travail de modélisation. Un petit retour sur l'évaluation formatique que j'ai faite la semaine dernière. Il y a 26 personnes qui ont répondu. C'est vraiment super. Ça me donne un bel échantillon. Plusieurs ont apprécié la formation, ont mentionné la clarté, les visuels, un bon survol des éléments de base. Et aussi ont apprécié la comparaison entre les résultats analytiques et ce qu'on obtient en modélisation par éléments finis. Plusieurs auraient souhaité plus d'interaction, mais à ce moment-là, je n'avais pas encore diffusé le lien vers l'enregistrement, ce que vous avez dû recevoir mercredi dernier, mercredi matin. Et j'ai aussi publié la vidéo sur YouTube. Là, je l'ai édité un petit peu pour que ce soit plus court, là, pour enlever la partie au début où le logiciel enregistre, mais il ne se passe rien. Donc, c'est très facile de le trouver si vous faites une recherche sur Simu Expert et non pas Simpu Expert, comme c'est écrit sur la diapo. Je suis désolé. Aussi, les gens m'ont demandé une liste de références et de plateformes gratuites. Je vais laisser ça pour le dernier webinaire. Donc, je vais en faire une liste, puis je vais vous présenter ça au dernier webinaire. La semaine dernière, ce qu'on a fait, on a classifié les pièces en trois catégories. Les pièces de type solide, les pièces de type surface, qui ont une petite dimension, leur épaisseur par rapport aux deux autres, et les pièces de type courbe, qui, elles, ont deux petites dimensions et une longue dimension, leur longueur. Puis ensuite, on a dit qu'on pouvait assembler ces pièces-là ensemble, et ça devenait des assemblages de pièces pour lesquels on devait définir des conditions d'interface. Mais tant qu'on reste avec des pièces uniques, c'est ça que j'ai modélisé la semaine dernière, une pièce unique, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Il n'y a pas de conditions d'interface, il y a seulement des conditions aux limites à définir. Ensuite, on a discuté beaucoup, puis c'est revenu un peu dans l'évaluation formative, ce que vous avez mentionné, l'importance de bien définir à quelles questions on essaie de répondre, parce que c'est ça qui va nous guider dans l'élaboration de notre maillage, le choix des éléments, le choix du raffinement de maillage. Ça va souvent dépendre de la question à laquelle on essaie de répondre. Finalement, j'ai mentionné qu'un logiciel de modélisation par élément fini calcule des solutions approximatives à des équations différentielles auxquelles on doit ajouter des conditions limites de manière à obtenir une solution unique. Et on a discuté de plusieurs approximations, certaines reliées à la physique, donc au fait qu'on ne connaît pas bien
les conditions d'appui, leur rigidité, qu'on ne connaît pas bien le contenu fréquentiel des forces, etc., etc. Et d'autres approximations qui sont reliées au modèle. C'est vraiment de ces approximations-là dont on parle particulièrement dans cette formation-ci. Premier élément à l'ordre du jour aujourd'hui, les types d'éléments. On va voir qu'il y a aussi trois catégories de types d'éléments, des éléments de type solide, des éléments de type coque et des éléments de type poutre. D'abord, je veux rappeler que la semaine dernière, quand j'ai résumé la modélisation par élément fini en 5 phrases, une de ces phrases-là, numéro 2, c'était la solution que nous allons calculer, elle est approximée par des polynômes de degré 1 ou 2. Mais cette phrase-là, elle va prendre tout son sens dans les prochaines minutes parce que c'est de ça dont je vais parler. Et je rappelle aussi que la solution, nous, dans notre cas, ce sont les déplacements au nœud. C'est ça qui nous intéresse. Il y a trois composantes du déplacement, selon X, selon Y, selon Z, en 3D. Et donc, c'est ça la solution. Et celle-ci est approximée par des polynômes de degré 1 ou 2. Regardons comment ça se matérialise avec chacun des types d'éléments dont j'ai parlé tantôt. Premier type, élément d'élasticité 3D. Voici des formes typiques, donc soit un tétraèdre qui présente 10 nœuds, un hexaèdre ou une brique à 20 nœuds, ou un prisme ou un pentaèdre à 15 nœuds. Chacun de ces nœuds-là présente les 3 degrés de liberté qui sont montrés ici, qui sont les 3 composantes du déplacement, U qui est selon X, V qui est selon Y et W qui est selon Z. Donc ici, je montre ces 3 degrés de liberté-là seulement à un nœud, mais ils sont à chacun des 10 nœuds du tétraèdre, chacun des 20 nœuds de l'hexaèdre, etc. Ces éléments-là sont quadratiques, donc c'est une interpolation de degré 2 des déplacements. Je recommande toujours d'utiliser des éléments de degré 2 d'élasticité 3D, ne pas utiliser les tétraèdres à 4 nœuds qui sont disponibles, les briques à 8 nœuds ou les pentaèdres linéaires qui n'auraient que 6 nœuds, s'en tenir à des éléments quadratiques. Je pense que c'est une bonne recommandation générale qu'on peut adapter dans certains cas, mais certains cas très précis. Élément élasticité. Deuxième type, élément de coque. Donc, je montre ici un élément de coque. Dans ce cas-ci, les degrés de liberté, ce sont 3 déplacements, donc U, V et W, selon chacun des axes comme montré ici. Mais il y a aussi 2 rotations. Donc, la rotation de la normale autour de X et la rotation de la normale autour de l'axe Z qui est ici. Donc, on utilise une coque pour modéliser de la flexion. Donc, c'est un peu normal quand on pense à de la flexion, on pense à un changement d'angle de la normale de la pièce lorsqu'elle est fléchie. Et donc, ces éléments-là ont été conçus pour modéliser des pièces qui présentent de la flexion, qui présentent une courbure. Si je recule d'une diapo, ici, on n'a pas d'éléments, on n'a pas de degré de liberté en rotation, alors qu'ici, on a des déplacements et des rotations. 5 degrés de liberté par nœud, il n'y a pas de rotation autour de l'axe Y ici global. C'est ce qu'on appelle en anglais le drilling degree of freedom. Et ce degré de liberté-là, il n'existe pas dans la formulation des éléments de type plaque. C'est pourquoi si vous descendez, par exemple, une colonne ou une pièce verticale ici sur ce nœud-là, il est très important et que cette pièce-là inclut de la torsion, elle transmet de la torsion à la plaque. Il est très important de venir connecter la plaque à plus d'un nœud parce que de connecter la colonne qui descend à plus d'un nœud, parce que si vous ne la connectez qu'à ce nœud-là, la torsion ne se transmettra pas en effort dans le plan de votre élément. Il n'y a que 5 degrés de liberté par nœud à chacun des nœuds. Je veux rentrer un peu plus en détail pour mentionner ce qu'est un élément de type coque. En fait, un élément de type coque, c'est la superposition de 2 éléments. Un élément d'élasticité 2D. Donc, tantôt, j'ai parlé d'éléments d'élasticité 3D. Il y a des variantes 2D. C'est la variante que j'ai d'ailleurs utilisée dans l'exemple de la semaine dernière où j'ai fait un problème d'élasticité plane. J'utilisais des éléments d'élasticité en 2 dimensions qui compte 2 degrés de liberté par nœud. Donc, à chacun des nœuds, on a les 2 degrés de liberté que je montre ici. Donc, 12 degrés de liberté au total. Et là, on voit que puisqu'on a 6 nœuds, on peut avoir une interpolation quadratique, donc de degré 2, de ces déplacements-là. Parfait. J'ajoute à cet élément-là un élément de plaque. Donc là, qu'est-ce que je fais ici à droite? Je regarde l'élément, mais de bas vers le haut. Donc, ce que je vois, c'est tout simplement une ligne avec ses 6 nœuds. Mon axe des X est toujours vers la droite.
Je ne vois plus mon axe des Y, il rentre dans ma page, mais je vois maintenant mon axe des Z. Et là, je suis capable de définir 3 degrés de liberté, le déplacement transverse WI, que je dénote WI, parce qu'il est dans la direction Z, et finalement les deux rotations, donc θ autour de Y, qui est cette flèche-là, donc cette flèche-là tourne bien autour de mon axe Y qui rentre dans la page, et θx. Et ici, j'illustre là, mon déplacement axial UI que vous avez vu ici. Et dans ce cas-là, l'interpolation de W est linéaire, de même que l'interpolation des rotations. Donc, un élément de Cox, c'est un élément plus compliqué qui inclut la somme de deux éléments qui ont chacun leur type d'interpolation. Si vous regardez, si vous utilisez plutôt des éléments de type rectangle, c'est exactement la même idée. Maintenant, troisième catégorie, éléments de type poutre. L'élément de type poutre, c'est le seul qui compte les 6 degrés de liberté auxquels on s'attend, c'est-à-dire les 3 déplacements U, V, W, dont j'ai déjà parlé quand j'ai parlé d'éléments d'élasticité. Mais ici, on ajoute 3 rotations. Donc, une rotation autour de X, θx, une rotation autour de Y et une rotation autour de Z. Les rotations sont dénotées par 2 flèches, là, comme j'aurais dû le dire tout à l'heure. Et dans ce cas-ci, les déplacements et les rotations sont interpolés de façon linéaire. Mais vous comprenez bien que le déplacement, par exemple, dans la direction Y, ici que je dénote V, et la rotation θx se combinent pour produire une flexion dans le plan YZ. Donc, oui, ce sont des interpolations linéaires, mais elles sont plus précises qu'une interpolation linéaire qu'on obtient d'un élément d'élasticité, par exemple, puisque les deux interpolations se combinent pour produire ma forme finale. Je veux noter ici que cet élément-là aussi peut être vu comme la combinaison de ce cas-là de 3 éléments, l'addition de 3 éléments, un élément de type barre pour le déplacement axial de la poutre, le déplacement qui serait dans la direction de la poutre, et 2 éléments de poutre qui permettraient de modéliser la flexion dans chacun des plans. Mais quand on utilise un logiciel par élément fini, les 3 éléments sont combinés. On ne voit pas ça, mais sauf qu'il faut se souvenir que le déplacement axial est interpolé de façon linéaire, aussi simple que ça, une droite entre les deux nœuds, mais que pour la flexion, c'est plus précis parce qu'on a 4 degrés de liberté, un déplacement et une rotation à chaque extrémité. Je veux noter que certains éléments développés pour les poutres minces, là, je pense particulièrement ici aux gens là, qui utilisent des logiciels en bâtiment, des logiciels de calcul des structures, souvent, dans ces logiciels-là, ce sont des éléments qui ont été développés pour des poutres minces, et ces éléments-là sont basés sur une interpolation cubique du déplacement transverse. Donc, on combine les 4 degrés de liberté dont je parlais tout à l'heure, 2 déplacements à chaque extrémité, 2 rotations, mais on combine ça en une seule interpolation qui devient de degré 3 pour le déplacement et de degré 2 pour la rotation. La plupart des logiciels d'éléments finis, eux, ont un élément plus versatile qui permet de modéliser tant les pièces minces que les pièces plus trapues, genre longueur sur hauteur d'environ 4, 5 ou 6. Et dans ce cas-là, on utilise ce type d'interpolation-là. Maintenant qu'on sait quels sont les éléments qui sont à notre disposition et quels sont les degrés de liberté qu'on a pour ces déplacements-là, pour ces éléments-là, pour les nœuds de ces éléments-là, comment ces degrés de liberté-là varient sur chacun des éléments, regardons les déformations qu'on essaie de modéliser quand on fait de la modélisation par élément fini, quand on fait du calcul de structure. D'abord, pourquoi s'intéresser au mode de déformation? Bien, c'est très simple. Le mode de déformation va influencer le choix des éléments. Donc, si on veut modéliser une pièce qui fléchit, on l'a vu tout à l'heure, les poutres, les plaques sont bien conçues pour ça puisqu'elles incluent des degrés de liberté de rotation. C'est juste un exemple. Et aussi, le nombre d'éléments utilisés afin de bien approximer le comportement de la pièce modélisée va être affecté par le mode de déformation. Puis ça, on va donner des bons exemples de ça tout à l'heure. Pour définir les modes de déformation, il faudrait vraiment aller dans des notions de résistance des matériaux, de théorie des poutres, de théorie des plaques, etc. On n'ira pas là. On va plutôt se servir de définitions plus intuitives des modes de déformation, puis ça va marcher pour nos besoins ici, de cette formation-ci. Avant de parler des modes de déformation, je veux juste rappeler brièvement 3 propriétés usuelles des matériaux isotropes. En fait, j'aurais dû dire 2. Les 2 propriétés. Donc,
D'abord, je prétends que je fais un test de traction sur une éprouvette rectangulaire comme celle-ci. Et si je fais ça, ça me permet de définir deux déformations. Le changement unitaire de longueur que j'appelle epsilon x, qui est la longueur finale de l'échantillon moins sa longueur initiale divisée par sa longueur initiale, et la contraction de Poisson qui cause un, un changement dans la largeur, donc petit w qui est la largeur finale, par moins la largeur initiale divisé par la largeur initiale. Les epsilon i, que ce soit x ou y, correspondent à des changements unitaires de longueur dans la direction i et ils sont positifs lors d'un allongement, lorsqu'on allonge la pièce. Ils sont négatifs dans le cas contraire. Ce test-là permet de définir une courbe contrainte versus déformation typique. Sur cette courbe-là, on reconnaît la limite élastique Fy, on reconnaît le module Young qui est la pente de la partie linéaire, et le coefficient de Poisson nous permet qu'on peut calculer à partir de la déformation epsilon y divisée par la déformation epsilon x qu'on a mesurée pendant notre test. On met un moins devant, puis ça donne en général approximativement 0,3 pour les matériaux usuels. E et nu sont spécifiques à chaque matériau, je pense que je vous apprends rien. Et nous, ici, on utilise principalement le tronçon linéaire, mais tout à l'heure, je vais faire un exemple où je vais me rendre dans la partie élastoplastique pour une raison bien spécifique. La troisième propriété, donc on a défini E et nu, ce sont les deux seuls. Il y a une troisième propriété qui est d'intérêt, c'est le module de cisaillement G, qu'on mesure lorsqu'on fait un test de cisaillement comme celui-ci. Mais par contre, pour un matériau isotrope, G n'est pas une propriété indépendante. C'est pour ça que j'ai jonglé entre deux propriétés, trois propriétés, deux propriétés. C'est vraiment deux, parce que dans le cas d'un matériau isotrope, G dépend de E et nu, comme je le calcule ici. Mais pour des matériaux, des stratifiés, par exemple, G n'est pas déterminé par cette équation-là. Et là, ça devient une propriété additionnelle. Dans le cas du cisaillement, on ne définit pas un changement de longueur unitaire comme tout à l'heure, mais on définit plutôt un changement d'angle. Donc, la déformation gamma de XY qu'on multiplie par G pour obtenir notre contrainte, c'est un angle de 90 degrés moins l'angle final tel que dessiné ici. Donc, ce carré-là, au coin, j'avais un angle de 90 degrés. À la suite du chargement, à la fin du chargement, j'ai un angle θ de XY, je soustrais les deux, puis ça me donne ma déformation gamma de XY que je mesure en radians dans ce cas-ci. Parfois en degrés, mais pour faire des calculs, ça nous prend l'angle en radians. Quels sont les trois modes de déformation que nous allons considérer? Élongation, raccourcissement, cisaillement et flexion. Donc, c'est ça les trois modes là, dont je parlais avant de commencer à parler des propriétés des matériaux, comme je viens de le faire au cours des dernières minutes. Élongation, raccourcissement, relativement simple. Je trace une ligne verticale orange ici. Je mets la pièce dans ce mode-là, d'élongation dans ce cas-ci, puisqu'elle s'allonge. La ligne orange va se déplacer. Ici, son déplacement est grandement amplifié, là. Elle ne se déplacera pas autant que ça dans la réalité. Et c'est ce qui illustre la déformation d'une pièce qui est mise en élongation, et c'est donc le premier mode de déformation que je veux présenter ici. On peut comprendre que dans ce mode-là, le module Young de la pièce va être important, l'air de la pièce va être important aussi. Donc, le but dans ces descriptions-là, c'est vraiment d'identifier les propriétés qui vont être importantes, de manière à ce que, quand on fait un modèle par élément fini, on se souvient que j'ai besoin d'une définition précise de mon air pour, si je veux modéliser ce type de déformation-là. En cisaillement, j'utilise un problème, la torsion d'un tube circulaire pour illustrer le mode de déformation cisaillement. Donc, on voit ici que le tube est retenu à cette extrémité-ci. Il y a un couple qui est appliqué à l'extrémité droite. Et les lignes qui sont tracées sur le tube, elles avaient un angle de 90 degrés originalement. Lorsque j'ai mis le tube en torsion, l'angle maintenant entre les deux lignes noires qui sont ici n'est plus 90 degrés. Et c'est donc l'exemple que j'utilise pour illustrer le mode de déformation que j'appelle cisaillement. Contrairement au cas de la déformation de type allongement, donc élongation-raccourcissement, que je dénotais epsilon, le signe d'une déformation en cisaillement a rarement de l'importance. Donc, que l'angle est augmenté au-delà de pi sur 2 ou 90 degrés ou diminué, c'est rare que ça a de l'importance, sauf encore une fois pour les matériaux composés.
Ici, on peut s'attendre à ce que le module de cisaillement soit important, donc que G soit important, et IP aussi, le module d'inertie polaire soit important dans cette déformation-là. Troisième et dernier mode de déformation, la flexion. Donc, j'illustre ici une poutre que j'ai maillée avec des éléments rectangulaires, puis on s'intéresse à ce segment-ci, et là, je charge la poutre, et ce qu'on se rend compte, c'est qu'après chargement, le segment, il a descendu. Encore là, les déformations sont très amplifiées, là. Le segment a descendu, mais il a aussi tourné. Donc, tout à l'heure, quand je décrivais les degrés de liberté qu'on a à chacun des nœuds des différentes familles d'éléments, bien là, quand on voit qu'on est obligé qu'on a à modéliser de la flexion, qu'on a à modéliser de la rotation, bien, on pense tout de suite à des éléments de poutre, des éléments de coque, puisque eux, ils ont déjà dans leur formulation des degrés de liberté en rotation. Maintenant, quelques cas particuliers. Je veux là ici qu'on regarde comment est-ce que les trois modes de déformation, puis les trois types de pièces dont on a parlé la semaine dernière, donc solide, surface et courbe, comment est-ce que ces choses-là s'agencent, pardon, pour, euh, pour produire ce qu'on a besoin de produire, les modes de déformation qu'on veut produire. Donc, élongation-raccourcissement, rappel de ce que c'est. Et dans ce cas-là, l'équation différentielle, c'est celle-ci. Tantôt, j'ai parlé qu'on calculait une solution. La solution, c'est U0. Et pour que ce problème-là fonctionne, on a besoin d'appliquer des conditions limites. Donc, il faut absolument qu'on connaisse U0 à un endroit ou, comme la semaine dernière, je l'ai montré, qu'on connaisse la valeur de la première dérivée de U0, donc de l'effort axial à un endroit. Puis la semaine dernière, on a vu qu'à un bout comme ça, on pouvait appliquer nx égale 0. On a besoin de conditions limites. Qu'est-ce qu'on constate quand on regarde cette équation-là? On constate que si la pièce qu'on tente de modéliser se déforme selon ce mode-là, élongation-raccourcissement, on a besoin de bien déterminer l'air, on a besoin de calculer de connaître le module Young, et on a aussi besoin de connaître la grandeur du chargement P de x. On peut voir cette équation-là comme une équation algébrique, là. On veut que le premier terme plus le second égale 0. Donc, plus j'augmente la valeur du second, plus la valeur du premier va devoir être négative, de manière à ce que la somme donne 0. Donc, comme A et E sont des constantes, ça veut dire que plus j'augmente le chargement, plus cette quantité-là doit devenir grande et plus U0 va devenir important, plus les contraintes vont être importantes puisqu'elles dépendent de la première dérivée de U0. Puis la semaine dernière, on a vu qu'avec un chargement constant de 5 newtons par millimètre, on obtenait un dN dx qui était constant, donc un U0 qui aurait été linéaire. Donc U0 linéaire, on a vu tantôt qu'avec un élément de poutre, le déplacement axial il est justement interpolé de façon linéaire. Donc, intuitivement, mais pas intuitivement, on peut tout de suite se dire que si on a un chargement constant sur une pièce, un élément, en théorie, devrait être suffisant pour obtenir la bonne réponse, puisque sur un élément, on a une interpolation linéaire. Évidemment, en général, on va mettre un peu plus qu'un élément, mais on n'a pas besoin de mettre 25 éléments, puisqu'on comprend maintenant qu'avec un chargement P de x constant, on a une solution analytique constante, linéaire, pardon, analytique linéaire, ce qui est exactement inclus dans notre élément. Autre exemple que je trouve intéressant, sur lequel j'ai souvent proposé aux étudiants dans mon cours, c'est l'exemple, je suppose que ceci est une pale qui tourne autour d'un axe qui est perpendiculaire à l'écran à vitesse constante qui est oméga. Puis moi, je m'intéresse à la partie axiale de ce problème-là, là, de combien la pièce va s'allonger. Donc, c'est exactement un mode de déformation, élongation, raccourcissement. Puis là, ce qui est particulier, c'est que le chargement, ben, c'est m fois r fois oméga carré. La pièce, elle tourne. Donc, m, c'est ρ fois a, mais a dépend de la position x, donc a n'est pas une constante. M, r, c'est x dans ce problème-là, et oméga carré. Donc, mon chargement, il va dépendre de x au carré, parce que dans A de x, j'ai un x et j'ai un autre x ici. Donc, le chargement dépend de x carré. Et en plus, je dois garder l'air ici dans ma dérivée puisqu'elle varie. Donc, je vais avoir la dérivée d'un produit. Dans mon temps, c'était difficile de calculer la solution analytique de ce problème-là. De nos jours, on peut le demander à ChatGPT puis il nous donne la bonne réponse. Donc, l'intérêt de ça, c'est pas de montrer cette équation différentielle-là, mais c'est plutôt de montrer que U0, dans certains cas, va varier avec un polynôme de degré relativement faible, comme tantôt je parlais de degré 1. Ici, on va avoir un polynôme, ça ne sera même pas un polynôme en fait, on va avoir une variation plus complexe. La variation de U0 sera
plus complexe. Et donc là, on a besoin de plus d'éléments pour bien modéliser ce problème-là. Autre exemple, cette fois-ci en cisaillement. Voici ce qu'est un cisaillement, un changement d'angle. Dans ce cas-là, l'équation différentielle qui gouverne, c'est celle-ci. La solution calculée par le logiciel, ça va être θx. Et évidemment, on doit ajouter des conditions limites. Dans ce cas-ci, c'est soit on connaît la rotation d'un point, on dit le tube, il est fixe à un certain endroit, ou encore on sait que il y a des endroits où il n'y a pas de contrainte de cisaillement à l'interne, et c'est l'autre type de conditions d'appui qu'on peut appliquer. On constate ici que là, c'est le moment d'inertie polaire qui est important, que c'est le module de cisaillement du matériau qui est important, et que plus le couple de torsion va être important, plus θx va devenir grand. Un exemple typique de cette équation-là, c'est un arbre de transmission de puissance. Dans ce cas-là, G constant, c'est le même acier qu'on utilise pour tout l'arbre de transmission de puissance. IP probablement constant, c'est un arbre qui a le même diamètre. Si on suppose que l'arbre a le même diamètre sur toute sa longueur, il n'y a même pas de couple de torsion d'appliquer. Ce sont tout simplement des couples concentrés appliqués à certains paliers, peut-être là où l'arbre de transmission de puissance se connecte à la transmission. Ben, c'est là que le couple est appliqué, donc c'est un couple concentré. Fait que si on a que ce terme-là doit être égal à 0, ça veut dire que θx est linéaire. J'intègre 2 fois, ça donne une fonction linéaire. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de beaucoup d'éléments, dans le cas d'un arbre de transmission de puissance, pour modéliser la rotation θx, puisqu'elle varie linéairement. Tout ce que j'ai, c'est des couples appliqués à des endroits bien spécifiques. Des couples concentrés. J'ai parlé que le cisaillement survenait en torsion, mais y a-t-il un autre chargement qui peut produire du cisaillement? Évidemment, un chargement en cisaillement va aussi produire un changement d'angle. Je veux illustrer ça ici en regardant cette plaque-ci, qui est complètement retenue à gauche et sur laquelle je suppose que j'ai une tige ici qui vient appliquer une charge horizontale. C'est le cas classique d'une plaque de levage qui se fait poser de façon verticale. Donc, imaginez que cette charge-là, elle est verticale. Et donc, on va avoir deux plans de cisaillement qui sont beaucoup de cisaillement le long de ces deux plans-là. Et si je place un maillage sur cette pièce-là, j'isole ici les éléments qui vont m'intéresser et j'isole aussi avec les lignes pointillées les deux plans de cisaillement que j'ai identifiés tout à l'heure. Ce qu'on voit quand on regarde nos résultats, on voit que nos rectangles ne sont plus des rectangles maintenant. Les angles au coin ont changé. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ces plans-là des plans de cisaillement, ici et là. C'est parce qu'effectivement, il y a du cisaillement et les angles changent à ces endroits-là. Les angles au coin des rectangles ont maintenant changé. Donc, oui, j'ai utilisé la torsion parce que c'est plus facile de visualiser le cisaillement, mais bien sûr, un chargement en cisaillement va nous permettre aussi d'illustrer un mode de déformation de cisaillement. Flexion, qu'est-ce qui gouverne un chargement en flexion? Dans ce cas-là, l'équation différentielle est montrée ici. Donc, on constate tout de suite une dérivée. Bon, je vais trop vite, là. Ici, ce qu'on a, la solution, c'est V0, donc c'est le déplacement. Puis, on doit appliquer des conditions limites soit sur V0 ou la première dérivée de V0 qui correspond à la rotation. On peut aussi appliquer une condition aux limites de type charge concentrée ou coupe concentrée. On constate que ce qui est important dans ce chargement-là, c'est le moment d'inertie et le module Young, et que la grandeur de la charge ici, plus on charge notre poutre, évidemment, plus on va avoir besoin d'avoir un grand déplacement pour que cette équation-là soit satisfaite. On constate aussi que si on a un QY qui est constant, juste une charge constante sur une poutre, bien, on intègre ça 4 fois, ça veut dire qu'on va obtenir un polynôme de degré 3, et donc ça va prendre un nombre suffisant d'éléments et de nœuds pour représenter une déformation de degré 3 par rapport aux déformations dont je parlais tout à l'heure, qui étaient de degré 1, par exemple, dans le cas de l'arbre de transmission de puissance. Donc, c'est pour ça que je montre cette équation-là, pour montrer que même avec un petit chargement relativement simple, constant ici, la V0, le déplacement, il est quand même d'ordre de degré assez élevé. Puis nous, comme nos éléments utilisent des polynômes de bas degré, bien, c'est là qu'on a besoin de comprendre que plusieurs éléments doivent être utilisés afin de bien représenter ce type de déformation-là, ce mode de déformation-là.
Ici, on a la quatrième dérivée au lieu de la deuxième qu'on avait tout à l'heure, puis c'est pour ça qu'on monte plus haut en degrés. La semaine dernière, j'ai fait ce problème-là, c'est pour ça que je veux le présenter ici très rapidement. Les équations sont plus compliquées, là, je le reconnais, mais tout ce que je veux mentionner ici, c'est que dans ce cas-là, on a deux équations. La première équation ici, avec la force en X, et la deuxième équation avec la force en Y. Les solutions ici, c'est les variables U et V, donc les déplacements selon X et selon Y. On voit que U apparaît dans les deux équations et que V apparaît dans les deux équations. Donc, quand on demande à un logiciel d'éléments finis de résoudre ce problème-là, il doit résoudre pour U et V ces deux équations dérivées partielles, et ce sont deux équations couplées. Et que E et nu sont importants, puis même si G apparaît, bon, on sait maintenant que G dépend de E et de nu, donc ce n'est pas une propriété indépendante. Bon, là, on a présenté les trois modes de déformation de façon indépendante, mais assez souvent, ils se combinent pour donner la forme finale d'une pièce ou d'un assemblage de pièces. C'est le cas de la plaque de levage qu'on va modéliser dans quelques minutes dans un logiciel. Donc maintenant, j'ai présenté cette plaque-là tout à l'heure, mais je l'avais soudée sur toute sa hauteur et pas de chaque côté, là. Donc, regardez bien ce dessin-là, c'est ce dessin-là qu'on étudie, c'est cette pièce-là qu'on étudie. Et si on charge cette pièce-là avec une charge vers la droite, comme je l'ai montré tout à l'heure, pour simuler le levage, une condition de levage, qu'est-ce qu'on va obtenir comme mode de déformation? C'est ça qu'on obtient. Donc, on voit là que la charge a déformé le cercle que j'avais ici n'est maintenant plus un cercle. En arrière, on voit un arc de cercle parce qu'il n'y a pas de charge appliquée, mais ici, ce n'est plus un arc de cercle. Ici, vous imaginez que devant la pièce, il y a du raccourcissement, il y a une contrainte de compression. On a déjà parlé des deux plans de cisaillement qui existent ici. Donc, le mode de cisaillement est dans cette partie-là de la pièce. Derrière, on a évidemment de l'élongation. La pièce, elle s'allonge et elle se raccourcit dans l'autre direction à cause de l'effet de Poisson. Et finalement, si on la regarde de côté, bien on voit que comme elle n'est soudée que sur une partie de la hauteur, elle fléchit également. Donc, c'est ce qui est illustré ici par les lignes blanches. Et comme j'ai de la traction en haut, bien, j'ai aussi du raccourcissement dans la direction de l'épaisseur et de l'élongation dans la direction de l'épaisseur ici, en raison de la compression et de l'effet de Poisson. Donc, j'ai présenté les trois modes de façon séparée, mais en fait, dans plusieurs pièces, ils se combinent. Et donc, c'est là que, si on voit élongation, combien j'ai besoin à quoi ça ressemble une déformation en élongation? Souvent, c'est linéaire par rapport à la variable axiale. Donc, je ne devrais pas avoir besoin de beaucoup d'éléments dans la direction X ici. La direction X est montrée ici pour modéliser ça. Mais par contre, en flexion, oh là, on a vu tout à l'heure en flexion une dérivée d'ordre 4, donc potentiellement une variation cubique dans cette direction-là. Puis mes éléments d'élasticité que je vais utiliser pour modéliser une pièce comme ça, qui est une pièce de type solide, c'est sûr, je vais prendre des éléments d'élasticité. Au mieux, ils ont des déplacements cubiques. Ils ont des déplacements quadratiques, pardon. Donc, c'est soit linéaire ou quadratique. Moi, ce que je recommande, c'est quadratique. Donc là, on a besoin d'aller chercher, de prédire du cubique avec du quadratique. Mais là, c'est sûr que ça va nous prendre plus d'éléments puisqu'on modélise la flexion. Donc, le but de toute cette description-là, c'était vraiment de développer ces réflexes-là chez vous, de choix d'éléments basés sur la physique du problème. Donc, des modes de déformation ont été illustrés. J'ai aussi montré des équations différentielles, juste pour commencer à semer une graine chez vous de l'importance de comprendre la physique des problèmes qu'on souhaite modéliser et le choix du meilleur élément et de la taille d'élément utilisé afin de bien prédire le comportement. Tout ça, ça repose sur la connaissance de l'existence de ces équations-là et de ce qui les fait varier. Est-ce que c'est l'air et le module Young qui sont importants? Est-ce que c'est le module de cisaillement et IP qui sont importants, le moment d'inertie polaire? Est-ce que l'inertie varie en fonction de X? Et donc là, ça va me donner une solution plus compliquée, donc ça va exiger plus d'éléments pour bien la prédire. Tout ça, c'est très important quand on fait de la modélisation par élément fini. Et j'ai déjà parlé de cet élément-là ici, là, la variation cube en flexion versus une variation en x à la puissance 1. Je veux maintenant regarder, combiner donc les trois éléments, type de pièce, type d'élément et mode de déformation. C'est vers là qu'on s'en va. Donc, si on veut modéliser avec des éléments d'élasticité 3D ou coque dans leur plan, donc tantôt j'ai dit qu'un élément de coque, c'est une superposition de deux types d'éléments, un élément d'élasticité
pour lesquels on a ces 2 degrés de liberté-là, et un élément de flexion qu'on n'utilisera pas ici, puisqu'on veut modéliser élongation-raccourcissement. Donc, maintenant, j'imagine, là, ici, ce qu'on voit, ce sont 2 nœuds. N'importe quel 2 nœuds que vous imaginez en haut, mettons celui-ci et celui-là, ou encore celui-ci et celui-là, ça va donner le même, on va pouvoir tirer la même conclusion. Bien, le nœud, lorsque je tire sur cette pièce-là, le nœud se déplace vers la droite et il descend en raison de la contraction de Poisson. Si je considère un nœud qui est plutôt en dessous de l'axe central, bien, il va se déplacer vers la droite et il va remonter. Mais imaginez que ça, c'est une vis avec une fente ici. Mais la fente, elle n'a pas tourné parce que je suis en élongation-raccourcissement. Tout ce qu'elle a fait, la vis, elle s'est déplacée vers la droite et vers le bas ou vers la droite et vers le haut. Donc, c'est comme ça qu'on modélise élongation-raccourcissement avec des éléments comme ceux montrés ici. Maintenant, si on regarde plutôt, qu'on décide de faire ça plutôt avec un élément de poutre qui est montré à gauche ici, ou un élément de coque, mais pas dans son. Mais cette fois-ci qu'on regarde un élément de coque de côté, là, pour voir vraiment son comportement en flexion. C'est-à-dire, pour illustrer son comportement en flexion, on regarde un élément de coque de côté. Comment est-ce qu'on va modéliser la même élongation, le même mode de déformation, élongation, raccourcissement? Bien, dans ce cas-là, on a seulement des nœuds sur l'axe central. Donc, tout ce qui va se passer, c'est que le nœud il va se déplacer vers la droite, comme on le montre ici. Il ne tourne pas parce que c'est élongation, raccourcissement, mais je n'ai plus mon effet de poisson que j'avais tout à l'heure parce que là, je n'ai plus de nœud dans la direction d'épaisseur. Deuxième mode de déformation que je vais illustrer encore là en utilisant des éléments finis, c'est celui de la flexion. Donc, je reprends les 2 mêmes familles d'éléments que tantôt. Je commence, première famille, élasticité 3D ou coque, mais avec la partie élasticité de mon élément de coque qui ne présente que 2 degrés de liberté en déplacement. Puis là, on va regarder cette fois-ci 3 nœuds. Donc, imaginez qu'on regarde 3 nœuds, celui-ci, celui-ci et celui-là. Mais moi, je les ai superposés ici, là, mais on regarde n'importe quel 3 nœuds de notre élément ou 3 nœuds de l'autre élément à droite. Mettons les 3 nœuds qui sont le long de cette arête-là. Si on fléchit notre pièce, bien, la pièce, elle va se déplacer dans la direction verticale, comme on l'a dit tout à l'heure. La pièce, elle va tourner. Comme on le voit ici, c'est la ligne grise continue. Mais les nœuds, eux, ils n'ont que des déplacements. Donc, les nœuds vont se déplacer, ils ont ce degré de liberté-là. Donc, on le voit que la vis grise, la vis noire ici, J, elle s'est déplacée ici. J'aurais pu avoir des flèches verticales pour chacun des nœuds, là, chacune des vis, mais ça aurait juste alourdi la figure. Donc, c'est pour ça que j'en ai mis juste une, mais les 3 se déplacent dans la direction verticale. Comment ces degrés de liberté-là permettent-ils de modéliser la flexion? Bien, ce nœud-là, il va s'avancer dans la direction X. Donc, c'est ça la flèche qui est indiquée ici. Et celui-ci va reculer et il va donc se déplacer dans cette direction-là. Ce qui fait qu'à la fin, si je trace la ligne grise que j'ai ici entre les 3 positions de mes nœuds, je vois que la ligne a tourné. Mais mes fentes sur mes vis, elles n'ont pas tourné. Les fentes, elles sont verticales ici et elles restent verticales ici. Donc, avec des éléments comme ceux-ci, lorsqu'ils sont utilisés comme je le fais ici, on modélise une flexion par une combinaison de déplacements, puisque ce sont les seuls degrés de liberté que ces éléments-là possèdent. Je termine ce petit exercice-là de mode de déformation versus élément versus degré de liberté en utilisant élément de poutre à gauche ou un élément de coque, mais cette fois vu dans son plan. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que si je veux modéliser la flexion, ben, j'ai des degrés de liberté en déplacement, donc il n'y a pas de problème. Ma vis, elle peut descendre, mais j'ai aussi un degré de liberté en rotation, θz ici. Donc, non seulement la vis, elle peut descendre, mais la tête ici, elle a tourné d'une quantité θz, puisque les poutres et les coques, dans ce plan-là, quand on la regarde comme en coupe, bien, ces éléments-là possèdent des degrés de liberté en rotation et ils sont utilisés pour modéliser ce mode de déformation-là. Je veux mentionner une chose relativement rapidement. De nos jours, la plupart des logiciels permettent de tracer les résultats sur la section. Donc, au lieu de tracer les résultats seulement sur les éléments de poutre, comme c'est montré en bas, comme c'était fait il y a quelques années, maintenant, les logiciels sont suffisamment sophistiqués pour comprendre quelle est la section de la poutre et de venir extrapoler les résultats sur la section.
Je veux juste mentionner que ces résultats-là, montrés en haut, ne sont pas plus précis que ceux montrés en bas. Ce qui est fait ici, c'est fait en post-traitement. Et si les résultats d'en bas ne sont pas précis, ceux d'en haut ne le seront pas plus. Et il faut donc venir raffiner le maillage afin d'obtenir des résultats plus précis. Ceci n'est qu'un artifice graphique pour mieux illustrer les déformations. Ce commentaire s'applique aussi aux coques. Là, ici, je l'illustre avec des poutres, mais avec des coques, c'est exactement la même chose. OK, là, je me rends compte que j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu. Je termine cet exemple-là, puis après ça, je m'en vais dans le logiciel. Puis on reviendra avec les autres éléments que j'avais mentionnés au début la semaine prochaine. Je veux juste regarder ce panneau-là qui vraiment, à mon avis, fait une belle conclusion à ce qu'on vient de dire. Donc, je regarde ce panneau-là, puis je le soumets à une pression hydrostatique qui varie selon Z. Donc, la pression, elle est maximale au bas, puis elle est nulle en haut. Et il est simplement supporté sur les quatre côtés, puis les couleurs indiquent tout simplement la qualité des éléments. Ce n'est pas très important, mais c'est un panneau qui est raidi avec deux raidisseurs. Puis on va revenir sur cet exemple-là la semaine prochaine quand je vais parler d'éléments de type surface. Mais là, je pose la question, est-ce que ce panneau-là est en flexion? Et donc, le mode de déformation obtenu, je pense qu'il n'y a personne qui est tombé en bas de sa chaise, c'est ce mode-là. Je soumets ce panneau-là à une pression. Donc, il se déforme et on voit les raidisseurs là, qui suivent et qui permettent que la pièce se déforme moins que s'il n'y avait pas de raidisseur. La question, c'est, ceci représente-t-il de la flexion? Mais la réponse, c'est oui et non. Pourquoi oui? La réponse est oui pour les éléments du panneau, parce que les éléments du panneau, ils sont en flexion, parce que quand on les regarde comme ceci, c'est le degré de liberté WI, le déplacement transverse, et les rotations θY et θX qui sont utilisées pour obtenir la déformation du panneau. Pas de problème, je pense que personne n'a de surprise ici. Là où c'est plus intéressant, c'est quand on regarde les raidisseurs. Les raidisseurs, eux, ils sont aussi modélisés avec des éléments de coque, mais maintenant, on sait qu'un élément de coque, c'est la superposition d'un élément d'élasticité et d'un élément de plaque. L'élément de plaque, c'est celui que j'utilise ici pour le panneau. Mais quand j'arrive dans les raidisseurs, ce n'est pas l'élément de plaque qui travaille, là. Ce qui se déforme, c'est vraiment la partie élasticité de mon élément. Et donc, pour que mes raidisseurs se déforment en flexion, ben, il faut qu'ils fassent ceci, ce que j'ai illustré tout à l'heure. Imaginons que le nœud K est à l'interface avec le panneau, le nœud J est à mi-hauteur du raidisseur et le nœud I est au sommet. Mais pour qu'il fléchisse comme on le voit ici, il faut que les degrés de liberté en déplacement de cet élément-là, il y en a le degré de liberté dans la direction du raidisseur, dans la direction Z ici, va avancer. Celui qui était au niveau du panneau, il va reculer. Puis à la fin, je vais quand même pouvoir tracer une ligne qui montre que le panneau a fléchi. Mais remarquez que mes têtes de vis ici sont restées bien verticales et que la rotation, elle ne peut être mesurée que si je regarde plusieurs nœuds et non pas un seul nœud comme je peux le faire quand je fais travailler cet élément-là, quand je fais travailler la partie plaque de l'élément de coque, comme je le fais dans le panneau ici. Donc, je trouvais que c'est un bon exemple pour illustrer la compréhension de ces différents modes de déformation-là et comment les modes de déformation peuvent être représentés par les différents éléments qui sont disponibles dans un logiciel d'éléments finis. Donc, le raffinement de maillage, ah oui, ça c'était ma conclusion, c'est important. Le raffinement de maillage approprié doit être déterminé en fonction des performances de chaque élément à modéliser ces modes de déformation-là. Et il n'y a pas de garantie que des précisions semblables sont obtenues lorsqu'on sollicite la partie élasticité comme on le fait dans les raidisseurs et la partie flexion de l'élément comme on le fait dans le panneau. Donc, c'est important de regarder les deux puis de s'assurer que l'élément, le maillage est suffisamment raffiné. Puis moi, si ma vie en dépendait, là, je dirais que probablement que c'est la partie élasticité qui est la moins performante et qu'on devrait vraiment s'assurer qu'on a suffisamment d'éléments pour bien modéliser la partie élasticité qui est utilisée dans les raidisseurs. Voilà. Donc, en résumé, les types de pièces, les modes de déformation et les types d'éléments sont trois piliers qui doivent être combinés afin de comprendre quel type d'élément est le mieux adapté et quel raffinement de maillage est nécessaire pour bien modéliser la pièce qu'on cherche à modéliser. Parfait. Étant donné l'heure qu'il est, je vais m'en aller tout de suite dans l'exemple
Donc, je vais rapidement me déplacer vers l'exemple et je vais revenir sur ces éléments-là la semaine prochaine. Donc, je voulais d'abord revenir brièvement sur ce que j'ai modélisé la semaine dernière. Donc, sur la pièce en traction, il n'y avait aucune concentration de contraintes dans la zone d'intérêt. C'est un problème qui a été fait avec des éléments d'élasticité plane. On comprend maintenant beaucoup mieux de quoi on parle, avec 2 degrés de liberté par nœud. Ce qui fait qu'avec mon maillage de 2 mm, j'avais 2629 nœuds. Ça, je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais là, je fais un retour sur ce problème-là, ce qui me donne 5258 degrés de liberté au total. Si je me fais un modèle 3D de ce problème-là, donc je maille aussi dans la direction de l'épaisseur avec des éléments d'élasticité 3D comme on en a parlé tout à l'heure, on obtient avec la même taille d'éléments, donc le même maillage dans le plan, 6416 nœuds, mais là on a 3 degrés de liberté par nœud, les 3 déplacements. Donc là j'ai 19 000 degrés de liberté et tout ce que j'ai appris en faisant ça, c'est que la contraction de poisson, comme je l'illustre ici, se produit dans la direction de l'épaisseur, rien de trop surprenant. Puis si j'avais tracé la contrainte dans la direction de l'épaisseur, sigma ZZ, j'aurais obtenu presque zéro. Je pense que c'est des résultats qu'on pouvait tous prédire nous-mêmes. On n'avait pas besoin d'un modèle par élément fini pour calculer ça. Mais pourtant, le coût de calcul, qui est probablement proportionnel à la racine carrée du ratio des degrés de liberté, est probablement 2 fois plus élevé. Donc, on attend plus longtemps pour nos résultats sans aucun avantage physique. Autre option qu'on aurait pu faire, c'est un modèle 2D de coque, donc utiliser plutôt des éléments triangulaires à 5 degrés de liberté par nœud. Donc, c'est ce que je dis ici, mais si je mets 6 degrés de liberté, je vais vous dire pourquoi dans une seconde. Là, j'obtiens 15 774 degrés de liberté. Comme il y a un degré de liberté inactif, la rotation autour de Z, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on est probablement à 13 145 degrés de liberté. Mais dans ce cas-là, on a 3 degrés de liberté, le déplacement transverse et les 2 rotations, qui sont complètement nuls et inutiles. Donc, il y a peu d'avantages, il n'y a pas d'avantage à utiliser un modèle de coque 2D pour faire ce problème-là. Et je voulais juste revenir brièvement là-dessus là, pour montrer que j'ai pris le temps d'utiliser le modèle optimal en regard des résultats que je recherchais. Le problème que je veux maintenant modéliser, c'est celui d'une plaque de levage. C'est l'exemple que je choisis pour faire un solide 3D. Depuis le début, là, ma charge elle est horizontale juste parce que graphiquement, ça rentrait mieux dans mes diapos. Mais il faut que vous imaginiez que la charge elle est verticale, que la plaque elle est soudée sur ces 3 côtés-là et on applique une charge verticale. Et il y a seulement 2 côtés ici qui sont montrés pour la soudure. Et la question à laquelle je veux répondre, c'est quelle est la charge de levage qu'on peut prendre avec cette plaque-là? Je veux souligner que cette présentation aussi que je fais ne constitue pas un exemple de calcul de plaque de levage ou de soudure. C'est juste pour illustrer comment on peut utiliser la méthode des éléments finis. C'est ça le but de cet exemple-là. Nous, on va prendre des éléments d'élasticité 3D pour faire ça. La géométrie qu'on va étudier, ça va être la plaque seulement. Donc, je vais remplacer les soudures par des conditions d'appui. Et comme je mets une force horizontale ici, on va obtenir des contraintes. Et ce qu'on doit vérifier habituellement, c'est selon les méthodes classiques là, de calcul de telle pièce, on doit vérifier ou valider la contrainte à l'air net, les contraintes de cisaillement et la tension qui se crée ici devant. Puis moi, je veux utiliser ça pour valider mon modèle. Donc, bon, avant de valider mon modèle, c'est une pièce de type solide. Les 3 dimensions sont presque les mêmes, donc je vais utiliser des éléments d'élasticité 3D. On a montré tantôt que les 3 modes identifiés de déformation allaient se combiner dans cette pièce-là. Pour faire ça, avec des éléments d'élasticité 3D, je n'aurai que des degrés de liberté en déplacement. Et je rappelle ici les 3 modes de déformation. Voici les quelques calculs de vérification dont je veux parler. J'utilise la méthode qui est ici, là, juste une des références possibles. Je suppose que la limite élastique est 250 MPa. Je calcule l'air net. Ça me donne 1060 mm². Je calcule la contrainte à l'air net. La charge que je vais appliquer, c'est 90 kN. Je ne l'ai pas encore dit, là. Je vais appliquer 90 kN. Ça me donne une contrainte à l'air net moyenne de 85 MPa environ. La contrainte de cisaillement sur des arêtes qui sont à 40 degrés par rapport au centre du trou, comme j'ai montré tout à l'heure, elle sera aussi de 85 MPa. C'est tout simplement une coïncidence parce que l'air que je vais cisailler est la même
que l'air net, mais ça, c'est une coïncidence. Puis on va vérifier tantôt cette valeur-là. Et finalement, la contrainte d'écrasement est un autre calcul qu'on peut faire. Dans ce cas-là, on utilise une autre valeur de limite qui est 1,5 fois FY. Et dans ce cas-là, je devrais obtenir autour de 225 MPa. Je vois l'heure qui file. Je me rends tout de suite dans ANSYS pour vous montrer la partie élastique de ce problème-là. Et nous verrons si on a le temps d'aller un peu plus loin dans ce problème-là aujourd'hui. Sinon, je le reprendrai la semaine prochaine. Donc, puis je dois dire là, que j'utilise la version étudiante de ANSYS, comme vous le voyez ici. C'est une version qui est gratuite. Je ne reçois aucune contribution de ANSYS ou de Simutech. Je ne suis absolument pas lié à ces organisations-là. Et si vous voulez télécharger la version gratuite de ANSYS, c'est tout à fait possible. Le seul problème, à chaque mois de juillet, vous devez télécharger une nouvelle version parce que la licence ne dure qu'un an. Donc, le solide en question, il est ici. Vous voyez que je l'ai partitionné de manière à pouvoir appliquer mes conditions d'appui sur les trois côtés. J'ai mon acier ici dont la limite élastique est bien de 250 MPa. Je maille la pièce avec une taille d'élément de 2,5 mm. Vous voyez que mes éléments sont de belle qualité. La métrique combine toutes les qualités. Sa limite idéale est de 1. Son minimum est à 0,73 et j'ai très peu d'éléments qui sont à cette taille-là. Si je regarde ici, mettons ceux qui ont une belle qualité, ils sont loin de là où j'applique la charge, là, je l'avoue. En fait, si on prenait le temps de regarder ici où se trouvent les éléments de moins bonne qualité, c'est très près de la zone qui nous intéresse. Donc, si j'isole un peu ces éléments-là, vous le voyez, c'est autour du trou, là, les éléments, on le voit que les éléments sont déformés. Donc, il faut faire un peu attention à ça. C'est là que nos éléments sont de la moins belle qualité, mais je reste quand même au-dessus de 0,7. Donc, je considère que c'est tout de même acceptable. Donc, ça, c'est notre maillage. Et ensuite, j'applique des conditions d'appui qui sont des soudures. Donc, je bloque les 3 degrés de liberté des nœuds, des éléments d'élasticité qui sont sur ces faces. Puis là, je viens de, par exprès, ralentir le rythme pour bien vous montrer que j'ai utilisé plusieurs mots qu'on a définis un peu plus tôt aujourd'hui. J'applique la force de 90 kN sur la face qui est mon intérieur ici. Donc, c'est comme si j'avais une tige qui venait appliquer cette force-là. Dans ce cas-ci, j'ai simplifié le problème, j'applique tout simplement une force. Bon, là, j'ai résolu le problème avant de commencer. Avant aujourd'hui, ça prend quand même quelques secondes à résoudre. Donc, le premier résultat qu'on regarde toujours, c'est la déformation totale. On obtient 0,082 mm et la forme est réaliste. Donc, il y a des chances que nos conditions d'appui soient bien appliquées, que la charge soit appliquée au bon endroit aussi. On est encore en train de regarder globalement, est-ce que ça a du bon sens, nos résultats qu'on obtient. La contrainte équivalente de von Mises, on obtient un maximum de 1337 MPa avec une limite élastique de 250 MPa. Wow, OK, là, on a vraiment une situation qui nous préoccupe. Si je viens ici puis je remplace 603 par 250, qui est la limite élastique, on se rend compte qu'on a des grandes zones qui dépassent 250. Puis un des buts de cet exercice-là, c'est d'illustrer comment on peut gérer une concentration de contrainte comme celle-là. Puis là, étant donné que le temps file, la semaine prochaine, je vais montrer les résultats d'une analyse élastoplastique qui vont nous permettre d'obtenir des résultats qui, à mon avis, sont plus réalistes parce que je ne pense pas que 1337 soit réaliste ici. Je continue en ignorant ce résultat-là, puis on va y revenir dans une minute. Je continue mon évaluation de la qualité de ma solution. Je vois que ma réaction d'appui est bien de 90 kN ou 90 000 newtons avec un chiffre négatif puisque ma force est appliquée vers les X positifs et que j'obtiens aussi une réaction d'appui de type moment. Regardez ici, j'ai un zéro numérique autour de X, 630 000 newtons-millimètres, qui est tout simplement le bras de levier entre le milieu de l'épaisseur de ma plaque ici et le milieu de la hauteur de mes soudures derrière me donne 630 000 newtons-millimètres et un zéro numérique. Donc, quand même, ça, ce sont des vérifications importantes qui nous indiquent que probablement que la charge est bien appliquée au bon endroit, que nos conditions limites sont au bon endroit et donc on est en train de résoudre le bon problème. Je veux, avant de terminer
sur cet exemple-là sur lequel je vais revenir la semaine prochaine, vous montrer que j'ai aussi pu calculer la contrainte sigma x à l'air net. Et lorsqu'on regarde ici, on voit qu'elle varie beaucoup. Donc, on a besoin d'avoir bien maillé cette pièce-là pour bien prédire la variation rapide de la contrainte. Mais je vous rappelle que j'avais calculé une contrainte à l'air net de 85 MPa, puis là, j'obtiens 84 ici. Il y a un peu de coïncidence là-dedans, là, c'est vraiment très, très proche, mais quand même, au moins, on est dans le même ordre de grandeur. Donc, je termine la description de mon exemple ici parce que je vois que le temps file, puis je veux être respectueux de votre temps, puis vous avez peut-être quelque chose d'autre à 13 heures. Donc, euh, je vais me rendre à la... Je vais juste parler de ça ici, il me reste environ 4 minutes. Donc, c'est une situation très fréquente de retrouver une concentration de contraintes comme celle-là. En général, lorsqu'on voit que la solution varie rapidement, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, ah, je vais raffiner le maillage. Et là, dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas. Si vous avez un maillage de 5 mm, comme celui que j'ai à gauche ici, une taille d'élément de 5 mm, le maximum qui est montré ici, c'est 678. Je sais que c'est très petit, là, mais c'est 678. Alors que si je vais à 2,5, je monte à 1337. Si je vais à 1,25, je vais probablement monter à 2000 MPa. Ici, ça ne converge pas, là, ça ne convergera pas. Rapetisser les éléments n'est pas une option. L'option que j'ai choisie, je vais la discuter la semaine prochaine. Et donc, j'espère que vous allez être des nôtres parce que ça va être, moi, je trouve ça très intéressant d'aller au-delà d'un résultat linéaire comme celui-là, entamer une analyse élastoplastique, donc d'aller au-delà de la limite élastique du matériau. Et c'est quelque chose qui est possible maintenant. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a personne, je pense, qui a entamé une analyse non linéaire pour un problème relativement simple comme celui-là. Les gens auraient plutôt fait des tests physiques, mais maintenant, les logiciels sont de plus en plus performants, les algorithmes ont plus de maturité. Donc, c'est relativement simple de faire converger une analyse non linéaire dans ce cas-là, puis on va en parler la semaine prochaine. Avant de terminer, je veux vraiment me rendre à la toute fin euh, du webinaire pour vous dire que je vais mettre dans la conversation le lien vers le prochain webinaire. Il est obligatoire de vous inscrire si vous souhaitez participer au webinaire. Je suis désolé, il n'y a aucun moyen que vous inscriviez à un webinaire et que vous soyez inscrit à tous les autres. Il en reste 3 webinaires à venir et je vais mettre tout de suite, après avoir terminé la rencontre, le lien vers le prochain qui aura lieu la semaine prochaine. 4 février, même heure, même poste. Pour le webinaire 5, j'ai l'intention de réserver une partie du webinaire à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à me faire parvenir vos questions si vous en avez. Vous pouvez attendre après le 3e ou le 4e webinaire pour, pour me faire parvenir vos questions. Puis, sans doute que je vais avoir un moment que je vais pouvoir accorder à répondre aux questions. Voici mon adresse courriel. Si vous souhaitez recevoir un certificat de participation, par exemple pour l'Ordre des ingénieurs du Québec, vous devez compléter le petit test de connaissances que je vais aussi mettre dans la conversation de la rencontre. Donc, il va y avoir 2 liens, le lien vers le prochain webinaire et le lien vers le test de connaissances. Finalement, je vous laisse sur cette note. Je vous rappelle que j'offre des formations, des webinaires comme ceux-ci. Je fais aussi de la consultation modélisation par élément fini. Mon expertise est aussi en dynamique des structures et en contrôle des vibrations. C'est un sujet qui me passionne. Donc, si vous avez, jamais vous avez des besoins de ce côté-là, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté aujourd'hui. J'espère que vous allez vous inscrire la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.